Les anciens disent qu'il ne faut jamais suivre une lumière qui danse dans la brume, ni répondre à une voix qui semble venir de l'eau. Honfleur, célèbre pour son port pittoresque et ses ruelles charmantes, cache également une maison au passé sombre et hanté que les habitants appellent la maison des âmes perdues. Située dans une ruelle discrète, cette demeure à l'aspect vétuste est un lieu que même les plus courageux évitent de mentionner. Les légendes qui l'entourent parlent de disparitions, de bruits mystérieux et de visions troublantes qui ont traversé les siècles. L'origine de la malédiction remonte au XVIIe siècle, lorsque la maison appartenait à un riche marchand, Étienne Leroux. Étienne, connu pour sa cupidité et sa cruauté, exploitait sans vergogne les marins et artisans locaux. On raconte qu'un jour, un jeune marin ruiné par ses dettes le maudit publiquement avant de disparaître en mer. Peu après, Étienne fut retrouvé mort dans sa maison, les traits déformés par une expression de terreur indicible. Sa mort soudaine marqua le début des phénomènes étranges. Au cours des décennies suivantes, les propriétaires de la maison rapportèrent des événements troublants. Des portes qui s'ouvraient et se fermaient seules, des ombres furtives dans les couloirs, et des bruits de pas dans des pièces vides devinrent monnaie courante. Une famille, les Dubois, qui y résida au XIXe siècle, abandonna la maison après que leurs enfants furent réveillés plusieurs nuits de suite par des murmures incompréhensibles et des grattements contre les murs. Mais l'épisode le plus célèbre reste celui de 1924, lorsqu'un écrivain en quête d'inspiration, Jacques Marceau, loua la maison pour y passer un été. Dans son journal, retrouvé après sa disparition, il décrivit des visions troublantes, des silhouettes translucides dansant autour de son lit, des voix murmurant son nom dans l'obscurité, et une sensation constante d'être observé. Sa dernière note, écrite dans une écriture tremblante, disait « Je suis allé trop loin. Ils ne veulent pas que je parte. » Jacques ne fut jamais revu. Dans les années 1970, un groupe d'enquêteurs paranormaux se rendit sur place pour percer le mystère. Équipés de caméras et de magnétophones, ils passèrent 3 nuits dans la maison. Lors de leur dernière nuit, l'un d'eux affirma avoir vu une silhouette sombre se matérialiser dans le salon, tandis que les appareils enregistraient des bruits de pleurs et de chuchotements. Terrifiés, ils quittèrent précipitamment les lieux, laissant une partie de leur matériel derrière eux. Une enquête ultérieure révéla que leurs enregistrements étaient remplis de sons anormaux, mais aucune explication rationnelle ne fut trouvée. Les habitants d'Honfleur racontent que la maison serait un portail entre le monde des vivants et celui des morts. Certains affirment avoir vu des lumières allumées aux fenêtres, bien que la maison soit inhabitée depuis des décennies. D'autres disent qu'ils entendent des chants anciens ou des cris étouffés lorsqu'ils passent à proximité, surtout par temps de brouillard. Malgré son aspect délabré, la maison continue d'attirer des curieux, mais rares sont ceux qui osent y entrer. Ceux qui s'y risquent rapportent des sensations étranges, une pression sur la poitrine, un froid inexpliqué, ou une envie irrésistible de quitter les lieux. Un photographe amateur, venu capturer des clichés de l'intérieur, raconta qu'il sentit une main glaciale effleurer son cou. Ces photos, développées par la suite, montraient des ombres indéfinissables là où il était seul. Les scientifiques et sceptiques attribuent ces phénomènes à des courants d'air, des bruits d'animaux ou des jeux de lumière. Mais les habitants, eux, n'en démordent pas, la maison est maudite. Ils disent que les âmes des victimes de la cupidité d'Étienne Leroux y sont piégées, incapables de trouver le repos. Aujourd'hui, la maison des âmes perdues reste abandonnée, ses volets fermés et ses murs fissurés par le temps. Les rumeurs disent que quiconque passe une nuit entière dans cette maison en ressort changé, si tant est qu'il en ressorte. Alors, si vous vous promenez dans les ruelles d'Honfleur et que vous apercevez cette demeure aux fenêtres aveugles, souvenez-vous, certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être refermées. La forêt de Bretonne, avec ses chênes centenaires et ses clairières enveloppées de brume, est un lieu où le silence semble peser plus lourd qu'ailleurs. Située non loin de la Seine, elle est connue pour ses paysages enchanteurs, mais aussi pour une série de disparitions inexpliquées qui remontent à des siècles. L'une des premières histoires liées à ces disparitions remonte au XVIIIe siècle. Un jeune berger du village voisin, Étienne, partit un matin avec ses moutons et ne revint jamais. Ses parents, affolés, alertèrent les habitants, et une battue fut organisée dans la forêt. Pendant plusieurs jours,
les villageois fouillèrent chaque recoin, appelant son nom. Ce qu'ils trouvèrent glaça le sang de ceux qui participèrent à la recherche. À l'orée d'une clairière, les moutons d'Étienne étaient regroupés, immobiles, comme pétrifiés, mais le garçon avait disparu. Aucun signe de lutte, aucune trace, rien. Certains murmuraient qu'il avait été emporté par les fées, ces esprits malicieux que l'on croyait encore rôder dans les bois. Des siècles plus tard, en 1947, une autre disparition mystérieuse marqua les esprits. 2 randonneurs, un frère et une sœur, décidèrent d'explorer la forêt à la recherche de champignons rares. Lorsque la sœur revint seule au village, elle était dans un état de choc, incapable d'expliquer ce qui s'était passé. Tout ce qu'elle put raconter fut qu'ils avaient entendu un sifflement étrange venant des arbres, et que son frère s'était mis à courir, comme s'il avait été appelé. Elle l'avait perdu de vue, et malgré ses appels, il n'avait jamais répondu. Les autorités locales, accompagnées de chasseurs et de chiens, passèrent des semaines à fouiller la forêt. Ils ne trouvèrent qu'une vieille montre appartenant au frère, posée au pied d'un arbre creux, comme si elle avait été intentionnellement laissée là. Le folklore local regorge d'explications surnaturelles. Certains disent que la forêt est une porte vers un autre monde, un espace entre les vivants et les morts. D'autres parlent d'esprits anciens, les « gardiens de Bretonne », qui veilleraient sur la forêt et s'en prendraient à ceux qui ne la respectent pas. Les plus pragmatiques évoquent des ravins cachés, des marais traîtres, ou encore des animaux sauvages, mais aucune explication ne satisfait complètement. Le mystère s'est aggravé dans les années 1970, lorsqu'un groupe de scouts partit camper à la lisière de la forêt. Une nuit, alors qu'ils dormaient sous leur tente, l'un d'entre eux disparut sans laisser de traces. Les autres racontèrent plus tard avoir entendu des bruits de pas autour de leur campement et des murmures incompréhensibles, mais ils pensaient que c'était une blague. Lorsque le matin arriva, l'un des sacs de couchage était vide. Malgré des recherches intensives, on ne retrouva jamais l'enfant. Plus récemment, en 2003, un photographe amateur passionné par la nature décida de passer une nuit seul dans la forêt pour capturer des clichés du lever de lune. Sa voiture fut retrouvée garée au bord d'un sentier, mais lui ne reparut jamais. La seule chose retrouvée fut son appareil photo, posé soigneusement sur une souche. Les dernières photos prises montraient des paysages ordinaires, sauf la toute dernière, un cliché flou d'une silhouette sombre entre les arbres. Les experts conclurent que l'image était probablement due à un mouvement accidentel de l'appareil, mais les habitants n'étaient pas convaincus. Aujourd'hui encore, la forêt de Bretonne attire les curieux et les amateurs de paranormal. Des groupes s'organisent pour explorer la nuit, espérant découvrir ce qui se cache derrière ces disparitions. Certains racontent avoir ressenti des frissons sans explication, vu des ombres glisser entre les troncs, ou entendu ce fameux sifflement mystérieux. Alors, si un jour vous passez par la forêt de Bretonne et que vous entendez un bruit étrange ou que la lumière semble changer soudainement, souvenez-vous des disparus. Peut-être que la forêt vous observe, prête à décider si vous pouvez repartir, ou si vous deviendrez l'un de ses secrets. Imaginez un paysage sauvage, presque irréel, où la terre semble vivante. La tourbière de Saint-Étienne-l'Allier, dans l'Eure, est un endroit que peu osent visiter une fois la nuit tombée. Ce lieu, à l'aspect inoffensif en journée, se transforme en un théâtre de légendes sombres lorsque le soleil disparaît derrière l'horizon. La tourbière a toujours eu une réputation étrange. Les anciens du village racontent qu'elle serait maudite depuis des siècles, depuis qu'un prêtre, poursuivi par une bande de brigands, y aurait disparu sans laisser de traces. D'après les récits, il portait avec lui une relique sacrée destinée à une chapelle voisine. Mais ni le prêtre ni la relique ne furent jamais retrouvés. Depuis ce jour, les habitants affirment que la tourbière est un lieu où le sacré et le maudit se mêlent. Un soir d'automne, au début du XXe siècle, un chasseur, Pierre Lemoine, décida de s'aventurer seul dans la tourbière malgré les mises en garde des anciens. Le gibier y était abondant, disait-on, mais rares étaient ceux qui osaient s'y aventurer. Ce soir-là, une étrange brume recouvrait les marécages, et Pierre, armé de son fusil, se perdit rapidement. Les arbres semblaient se refermer sur lui, et le sol spongieux rendait chaque pas plus difficile. Alors qu'il essayait de retrouver son chemin, il entendit des rires. Pas des rires joyeux, mais des ricanements étouffés, semblant venir de tous les côtés à la fois. Pierre raconta plus tard qu'il avait vu des lumières danser au-dessus de l'eau,
des flammes bleu pâle qu'il ne parvenait pas à suivre. Terrifié, il fit demi-tour, mais chaque direction qu'il prenait semblait le ramener plus profondément dans la tourbière. Ce n'est qu'au petit matin, épuisé, qu'il retrouva le chemin du village, son fusil abandonné quelque part dans les marais. Il ne retourna jamais à Saint-Étienne-l'Allier, convaincu que quelque chose de maléfique habitait la tourbière. Mais Pierre n'était pas le seul à vivre une telle expérience. Une femme, Marguerite, qui passait près des marais pour rejoindre son frère, jura avoir vu une silhouette noire se dresser devant elle. La figure semblait flotter légèrement au-dessus du sol, et ses yeux, si on peut les appeler ainsi, brillaient comme des braises. Marguerite s'évanouit de peur et fut retrouvée plus tard par des villageois, tremblante, incapable de parler pendant plusieurs jours. Ce ne sont pas que les récits individuels qui alimentent les légendes. Il y a aussi des preuves physiques troublantes. Lors de travaux de drainage au début du XXe siècle, des ouvriers tombèrent sur une sépulture étrange, des ossements humains mêlés à des amulettes et des objets religieux brisés. L'archéologue local conclut que ces vestiges dataient du Moyen Âge, peut-être d'un rituel visant à apaiser un esprit ou une malédiction. Certains scientifiques ont tenté d'expliquer ces phénomènes. Les lumières bleues, par exemple, pourraient être dues à des gaz provenant de la décomposition de la matière organique. Mais cela n'explique pas les murmures, ni les silhouettes, ni les impressions de froid glacial rapportées par tant de témoins. Aujourd'hui encore, la tourbière de Saint-Étienne-l'Allier reste un lieu que l'on évite. Même les randonneurs les plus chevronnés n'osent s'y aventurer une fois la nuit tombée. Les habitants, eux, fermant leurs volets lorsque le brouillard s'élève, racontant que c'est alors que les voix de la tourbière sont les plus fortes. Alors, est-ce que ce lieu est simplement le fruit de l'imagination collective, alimentée par des siècles de superstition ? Ou est-ce que la tourbière de Saint-Étienne-l'Allier cache un secret que personne n'a encore réussi à percer ? Si jamais vous y allez, faites attention à ne pas suivre les lumières ou écouter les rires. Ceux qui l'ont fait ne sont pas tous revenus pour en parler. Le Mont Saint-Michel, joyau architectural de la Normandie, attire chaque année des millions de visiteurs fascinés par son abbaye perchée au sommet d'un îlot rocheux. Mais derrière cette splendeur se cache une face plus sombre, rarement évoquée dans les guides touristiques, celle des esprits qui entraient ce lieu chargé d'histoire. Le mont a une longue histoire, remontant au VIe siècle. Selon la légende, l'archange Michel serait apparu en rêve à l'évêque Aubert pour lui ordonner de construire un sanctuaire sur ce mont. Mais depuis des siècles, d'étranges récits circulent, suggérant que des âmes tourmentées y errent toujours. Parmi ces histoires, l'une des plus connues est celle du moine Erwan, un frère du Moyen-Âge qui aurait commis un terrible péché. On raconte qu'il avait volé des reliques sacrées pour les vendre à des marchands itinérants. Pris de remords, il se serait confiné dans une des cellules de l'abbaye, priant jour et nuit pour obtenir le pardon divin. Mais à sa mort, son âme ne trouva jamais la paix. Les visiteurs d'aujourd'hui rapportent encore entendre des murmures dans les couloirs sombres de l'abbaye, des prières inintelligibles récitées par une voix grave, supposément celle d'Erwan. En 1896, un conservateur de l'abbaye, passionné par son histoire, décida de passer une nuit sur place pour vérifier ces légendes. Il installa son campement dans la salle des chevaliers, un endroit souvent évoqué dans les récits paranormaux. Au cœur de la nuit, il fut réveillé par un bruit de pas résonnant sur les dalles, comme si une procession avançait dans l'obscurité. Lorsqu'il se leva pour inspecter, il ne vit personne, mais une étrange sensation de froid s'empara de lui, et il sentit comme une main glaciale lui effleurer l'épaule. Terrifié, il quitta les lieux au lever du jour et refusa d'en parler pendant des années. Un autre phénomène étrange se produit fréquemment autour du mont lui-même, notamment dans la baie qui l'entoure. Les pêcheurs locaux parlent d'une procession fantôme qu'ils auraient aperçue par des nuits sans lune, une file de silhouettes noires avançant dans la vase, portant des lanternes qui brillent d'une lueur surnaturelle. Selon les récits, il s'agirait des âmes des pèlerins qui auraient tenté de traverser la baie à marée basse et qui auraient été pris au piège par les sables mouvants. Leurs âmes, dit-on, cherchent encore à atteindre le sanctuaire. Un autre témoignage troublant date des années 1970. Une guide touristique, restée tardivement avec un petit groupe de visiteurs, raconta que l'un d'eux s'était attardé seul dans la crypte Saint-Martin, fasciné par son atmosphère. Quand elle alla le chercher, elle le trouva tremblant,
le visage livide. Il expliqua avoir vu une ombre massive surgir des murs de la crypte, une silhouette d'homme portant une capuche. Lorsque l'ombre l'approcha, il ressentit une pression sur sa poitrine, comme si elle essayait de l'étouffer. La guide et le groupe quittèrent précipitamment les lieux, et l'homme ne revint jamais au mont. Les légendes ne s'arrêtent pas là. Certains affirment que les moines eux-mêmes, lors de veillées nocturnes, auraient vu des lumières inexplicables dans les hauteurs de l'abbaye, ou entendu des chants grégoriens s'élever dans des couloirs vides. D'autres parlent de silhouettes qui apparaissent sur les murs extérieurs du mont lors des grandes marées, comme si les âmes emprisonnées dans le passé cherchaient à rejoindre le monde des vivants. Pourtant, malgré ces récits effrayants, le mont Saint-Michel reste un lieu de fascination. Les visiteurs les plus courageux viennent parfois y passer la nuit, dans l'espoir d'être témoins de l'inexpliqué. Mais ceux qui y ont vécu des phénomènes troublants repartent souvent en disant la même chose, le mont est beau, mais il cache quelque chose. Quelque chose qui n'a jamais quitté ses murs. Alors, si un jour vous visitez le mont Saint-Michel, restez attentifs. Écoutez les murmures portés par le vent, regardez les ombres qui dansent sur les murs. Et surtout, méfiez-vous de ce qui pourrait surgir dans les recoins les plus sombres. Vous pourriez ne jamais oublier votre passage. Le château de Falaise, imposant édifice perché sur un promontoire rocheux, est connu comme le lieu de naissance de Guillaume le Conquérant. Si son histoire glorieuse est célébrée, il existe aussi un côté sombre que peu osent évoquer, celui des esprits qui hantent ces salles depuis des siècles. L'une des légendes les plus tenaces du château concerne une salle particulière, appelée aujourd'hui la chambre des soupirs. On raconte qu'au Moyen Âge, cette pièce servait de prison pour les traîtres ou les sorciers accusés. Les prisonniers y étaient enfermés, souvent sans procès, et laissés à leur sort. Certains y périrent dans d'atroces souffrances, leurs supplications résonnant dans les murs de pierre. Une nuit, au XIVe siècle, une femme accusée de sorcellerie, nommée Isabeau, fut emprisonnée dans cette pièce. Les habitants croyaient qu'elle avait ensorcelé plusieurs hommes du village, causant des maladies inexplicables. Mais Isabeau, connue pour sa beauté et son charisme, clamait son innocence. D'après les récits, elle aurait été torturée, mais jamais elle ne céda à ses geôliers. Une nuit, alors qu'elle était seule, un cri terrifiant aurait résonné dans tout le château. Les gardes accoururent, mais lorsqu'ils ouvrirent la porte, ils ne trouvèrent qu'un vide glacé. Isabeau avait disparu, et personne ne l'a jamais revue. Depuis, ceux qui passent par cette salle rapportent d'étranges phénomènes. Des visiteurs disent entendre des soupirs ou des murmures en approchant, comme des appels désespérés. Certains gardiens du château affirment avoir vu des ombres mouvantes, et une fois, un guide affirma qu'une main froide et invisible lui avait agrippé l'épaule alors qu'il expliquait l'histoire du lieu à un groupe de touristes. Mais ce n'est pas la seule hantise du château. Dans les grandes salles du donjon, des soldats fantomatiques auraient été vus. Ces silhouettes spectrales, vêtues d'armures anciennes, semblent arpenter les lieux comme si elles montaient encore la garde. Une légende prétend que ces soldats furent tués durant une attaque surprise et que leurs âmes continuent de défendre le château contre des ennemis invisibles. Lors de travaux de restauration au XIXe siècle, des ouvriers affirmèrent avoir entendu des bruits métalliques, comme des épées s'entrechoquant, venant d'une pièce pourtant vide. Une autre histoire liée au château concerne Guillaume le Conquérant lui-même. On dit que son esprit revient parfois visiter son lieu de naissance, notamment dans les nuits orageuses. Un témoignage datant des années 1920 raconte qu'un gardien du château aurait vu une silhouette imposante, vêtue d'une cape sombre, se tenir sur les remparts, contemplant l'horizon. Lorsqu'il s'approcha pour interpeller l'intrus, la silhouette se dissipa dans l'air. Les habitants de Falaise partagent aussi une légende sur un coffre maudit qui aurait été caché dans les sous-sols du château. Ce coffre, selon la tradition, contiendrait une partie du butin amassé par Guillaume lors de ses conquêtes. Mais ceux qui cherchent à s'en emparer seraient condamnés à voir leur pire peur prendre vie. Plusieurs expéditions souterraines ont été menées pour le retrouver, mais toutes se sont soldées par des échecs et des accidents inexplicables. En 1987, un historien local passionné par ces récits décida de passer une nuit entière seul dans le château. Armé d'un carnet, d'une lampe torche et d'un magnétophone, il espérait capturer des preuves des phénomènes paranormaux. Dans son témoignage, il affirma avoir enregistré des voix faibles,
murmurant des mots indistincts en vieux français. Il décrivit également une sensation oppressante dans certaines pièces, comme si une présence invisible l'observait. Depuis, ce magnétophone est devenu une curiosité pour les amateurs de paranormal, bien que ces enregistrements n'aient jamais été officiellement expliqués. Le château de Falaise est aujourd'hui une attraction touristique populaire, mais ses mystères continuent de hanter l'imaginaire collectif. Alors, si vous visitez ce lieu emblématique, prenez le temps de vous attarder dans les salles sombres et sur les remparts. Peut-être entendrez-vous les murmures des âmes oubliées, ou sentirez-vous le souffle glacé d'Isabeau. Mais surtout, n'oubliez jamais, ce château a vu plus d'ombre que de lumière. Dans la campagne paisible de Vieux-la-Romaine, un lieu chargé d'histoire et de mystère attire depuis toujours les curieux et les superstitieux. Au milieu des champs, se trouve un dolmen massif, surnommé la Pierre Couverte. Ce monument préhistorique, vestige des premiers habitants de la région, est bien plus qu'une simple curiosité archéologique. Il est au cœur d'une légende étrange qui a traversé les siècles. Les anciens racontent que la Pierre Couverte est habitée par l'esprit d'un druide sacrifié il y a des millénaires lors d'un rituel païen. Ce druide, dit-on, possédait des pouvoirs extraordinaires et était craint autant qu'il était respecté. Lorsqu'il fut tué pour apaiser les dieux, sa colère imprégna le dolmen, le transformant en un objet de malédiction. Personne dans le village ne prend à la légère cette légende. Il est interdit, même aujourd'hui, de tenter de déplacer la pierre ou de la détruire. Ceux qui ont essayé dans le passé en ont payé le prix fort, affirment les anciens. Un récit local évoque un propriétaire terrien du XIXe siècle qui, agacé par la présence de la pierre sur ses terres, décida de la faire dynamiter pour agrandir son champ. Dès le lendemain, sa maison fut ravagée par un incendie inexpliqué. Il perdit tout, sa famille, ses biens, et sa raison. On le retrouva quelques mois plus tard, errant dans les bois, marmonnant des prières aux druides pour qu'il l'épargne. Une autre histoire, plus récente, raconte qu'un groupe de randonneurs qui passaient une nuit près du dolmen pour le photographier furent témoins de phénomènes étranges. Au début, tout semblait normal. Mais après minuit, une épaisse brume se leva soudainement, enveloppant le site. Les appareils photos s'éteignirent les uns après les autres, comme si une force invisible drainait leur énergie. Puis vinrent les murmures, des voix lointaines récitant des mots dans une langue inconnue. Les randonneurs, terrifiés, quittèrent précipitamment les lieux. Le lendemain, ils retrouvèrent leurs chaussures couvertes d'une boue noire, comme s'ils avaient marché dans un marais, bien qu'aucun marécage ne se trouve à proximité. Les preuves de la malédiction de la Pierre Couverte ne manquent pas. Des chercheurs amateurs, fascinés par les légendes, ont tenté de mesurer l'énergie autour du dolmen à l'aide d'appareils modernes. Ils rapportent avoir détecté des variations électromagnétiques étranges, comme si le site émettait une sorte de pulsation invisible. D'autres racontent avoir ressenti un froid intense en s'approchant, même en plein été. Mais l'aspect le plus troublant de la Pierre Couverte est son ombre mouvante. Par temps clair, à certaines heures du jour, l'ombre projetée par la pierre semble s'animer. Des témoins jurent avoir vu cette ombre se déformer, prendre la forme d'un homme en robe longue tenant un bâton, avant de disparaître. Un paysan du coin, interrogé dans les années 1950, expliquait « c'est le druide. Il surveille. Il regarde qui ose s'approcher de sa demeure. » La pierre est également entourée de superstitions concernant les vœux. On raconte que si vous laissez une offrande d'une pièce de monnaie, une fleur, ou même un peu de pain et que vous adressez un vœu au druide, il pourrait être exaucé. Mais attention, si l'offrande est jugée insuffisante ou si le vœu est égoïste, vous risquez d'attirer sa colère au lieu de sa bienveillance. Pour les habitants de Vieux-la-Romaine, la Pierre Couverte est un rappel que certaines forces anciennes ne doivent pas être dérangées. Elle est un point de rencontre entre le visible et l'invisible, entre l'histoire et la légende. Alors, si vous passez un jour par ce petit village normand et que vous apercevez la pierre massive au milieu des champs, souvenez-vous de cette histoire. Approchez avec respect, déposez une offrande si vous le souhaitez, mais surtout, n'essayez pas de la déplacer. Car celui qui défie la Pierre Couverte ne s'en sort jamais indemne. L'histoire de l'abbaye de Mortemer est profondément ancrée dans les légendes locales. Perdue dans une vallée verdoyante de l'Eure,
cette abbaye cistercienne fondée au XIIe siècle a été le théâtre de nombreuses tragédies, mais aucune n'est aussi célèbre que celle de la Dame Blanche qui y hante les lieux. Tout commence au XIIe siècle, lorsque Mathilde l'Emperesse, fille du roi Henri Ier d'Angleterre et héritière contestée du trône, trouve refuge en Normandie après une guerre civile sanglante. Déterminée et fière, Mathilde a été dépossédée de son droit au trône par son cousin Étienne de Blois. Elle passe des années à lutter pour reprendre ce qui lui revient, mais cette vie de conflit ne lui apporte que solitude et désespoir. Selon la légende, après avoir perdu toute chance de régner, elle aurait été enfermée dans l'abbaye de Mortemer par des proches qui souhaitaient éteindre ses revendications. Là, coupée du monde, elle serait morte dans l'amertume. Depuis des siècles, les habitants des environs parlent de sa présence fantomatique. Mathilde, disent-ils, apparaît sous la forme d'une dame blanche, errant autour des ruines de l'abbaye et surtout près des 4 étangs qui bordent le site. Ces étangs eux-mêmes sont entourés d'un halo de mystère. Les anciens racontent qu'ils auraient été creusés par des moines et qu'ils cachent peut-être des secrets bien plus sombres que de simples poissons. Un soir d'été, au début du XXe siècle, un couple qui pique-niquait près de l'abbaye raconta une expérience glaçante. Alors que le soleil se couchait, une étrange brume se leva des étangs. Soudain, une silhouette blanche se détacha de la brume et se dirigea vers eux. Pensant à une plaisanterie ou à un jeu de lumière, ils restèrent immobiles. Mais lorsque la forme s'approcha, ils virent clairement le visage d'une femme pâle et triste, vêtue d'un voile immaculé. Elle les fixa un instant avant de disparaître dans les eaux calmes. Des histoires similaires abondent. Un garde chargé de surveiller le site dans les années 1970 rapporta avoir entendu des pas derrière lui une nuit, alors qu'il faisait sa ronde. Il se retourna pour voir une femme habillée de blanc, flottant légèrement au-dessus du sol. Terrifié, il s'enfuit sans demander son reste. Le lendemain, il donna sa démission, affirmant qu'il ne remettrait plus jamais les pieds dans l'abbaye. Les chercheurs de phénomènes paranormaux se sont intéressés à Mortemer, certains enregistrant des anomalies, des fluctuations de température soudaines, des voix murmurantes captées sur des appareils audio, et même des photos montrant d'étranges halos lumineux. Mais est-ce suffisant pour convaincre les sceptiques? Plus étrange encore, il y a ces récits concernant les étangs. Des visiteurs affirment avoir vu des visages sous l'eau ou entendu des cris étouffés en s'en approchant. Une théorie dit que Mathilde ne serait pas seule. Elle serait entourée des âmes des moines qui y furent jetés lors des guerres de religion ou d'inconnus qui auraient péri dans ces eaux sombres. Pourtant, malgré ces histoires, l'abbaye de Mortemer attire toujours les curieux. Des amateurs de frissons viennent camper dans les environs, espérant croiser l'énigmatique Dame Blanche. Certains en repartent sans rien remarquer, d'autres jurent avoir senti une main glaciale effleurer leur épaule ou avoir vu des ombres se mouvoir dans l'obscurité. Alors, qu'y a-t-il vraiment à Mortemer? Une simple légende née des souffrances d'une femme oubliée? Ou bien le lieu est-il réellement habité par une présence qui refuse de trouver le repos? Une chose est sûre, si un soir vous visitez ces ruines et qu'une brume épaisse commence à s'élever autour de vous, regardez bien. Peut-être verrez-vous Mathilde, l'éternelle Dame Blanche, cherchant désespérément à raconter son histoire. La côte d'Albâtre, avec ses falaises de craie blanche plongeant dans la Manche, est l'un des paysages les plus emblématiques de Normandie. Mais une autre facette de cette côte attire les marins et les curieux depuis des siècles, les mystérieuses lumières qui apparaissent la nuit, dansant au-dessus des vagues ou scintillant sur les falaises. Ces lumières fantômes, comme les appellent les habitants, ont fait leur première apparition documentée au XVIIe siècle. Des pêcheurs de Fécamp, revenant d'une nuit en mer, affirmèrent avoir vu des feux bleus flottant à quelques mètres au-dessus de l'eau. Ils les suivirent un moment, pensant à un navire en détresse, mais les lumières disparurent dès qu'ils s'en approchèrent. Depuis, ces phénomènes se reproduisent régulièrement, alimentant légendes et superstitions. L'histoire la plus célèbre liée à ces lumières remonte au XIXe siècle. Un jeune marin, Louis Caron, était connu pour sa bravoure et son esprit aventureux. Une nuit, alors qu'il naviguait près des falaises d'Étretat, il vit une série de lumières scintillantes à la surface de l'eau. Pensant qu'un bateau avait sombré et que des survivants signalaient leur présence, il décida de s'approcher, malgré les avertissements de son équipage. « Ne suis pas ces lumières », Louis lui cria son capitaine.
Elles appartiennent aux âmes perdues. Louis, incrédule, insista. Mais alors qu'il s'approchait, un épais brouillard enveloppa son embarcation, et on ne le revit jamais. Depuis cette nuit tragique, les pêcheurs locaux considèrent les lumières comme un mauvais présage. Elles apparaissent pour rappeler les âmes des marins noyés, explique-t-il. Certains racontent qu'elles conduisent les navires vers des récifs cachés ou des courants traîtres, provoquant leur naufrage. Une légende affirme même que ces feux seraient des esprits de naufrageurs, des hommes qui, jadis, attiraient volontairement les bateaux sur les côtes pour piller leur cargaison. En 1923, un historien local, intrigué par ces récits, décida de mener une enquête. Il passa plusieurs nuits à observer les falaises et les eaux environnantes. Une nuit, il aperçut effectivement des lumières pâles, mouvantes, comme des lanternes suspendues dans l'air. Il tenta de les suivre, mais elles disparaissaient dès qu'il s'approchait. Il consigna ses observations dans un journal, notant également une étrange sensation de froid et une atmosphère oppressante, comme si quelqu'un l'observait depuis les ombres. Les lumières ne se limitent pas aux eaux. Certains promeneurs jurent en avoir vu sur les falaises elles-mêmes, dans des endroits où il serait impossible pour une personne normale de marcher sans tomber. Un couple, lors d'une randonnée nocturne près de Veules-les-Roses dans les années 1950, raconta avoir aperçu des feux follets qui semblaient danser au bord de la falaise. Fascinés, ils s'approchèrent, mais entendirent alors un cri perçant venu des profondeurs. Terrorisés, ils rebroussèrent chemin, jurant ne jamais revenir la nuit. Les scientifiques ont tenté d'expliquer ces phénomènes. Certains suggèrent que les lumières pourraient être des effets optiques causés par des reflets de la Lune ou des étoiles sur l'eau, amplifiés par la brume. D'autres pensent à des gaz naturels s'échappant de fissures dans les falaises ou des éclairs de chaleur. Mais aucune explication rationnelle ne semble couvrir toutes les observations. Dans les années 1980, un plongeur amateur rapporta une expérience troublante. Il explorait une grotte marine sous les falaises lorsqu'il vit une lumière bleue se refléter sur les parois. Pensant à un autre plongeur ou à une lampe oubliée, il se dirigea vers elle. Mais en s'approchant, il sentit une force étrange, comme une pression sur sa poitrine, et une voix. Où était-ce? Un murmure? Lui susurra quelque chose qu'il ne comprit pas. Effrayé, il remonta rapidement à la surface. Aujourd'hui encore, les lumières fantômes continuent d'intriguer. Certains touristes espèrent les apercevoir, tandis que les marins locaux les redoutent. Elles restent un mystère, un mélange de légendes et de phénomènes inexpliqués. Si vous vous promenez un soir le long des falaises de la côte d'Albâtre et que vous voyez des lumières danser dans l'obscurité, rappelez-vous, suivez-les à vos risques et périls. Qui sait où elles pourraient vous conduire ou ce qu'elles pourraient éveiller. Lisieux, petite ville paisible du Calvados, est surtout connue pour son patrimoine religieux et ses charmantes rues médiévales. Mais au cœur de son histoire se cache un récit sombre, celui d'une femme que l'on a appelée la sorcière de Lisieux. Une légende qui, des siècles plus tard, continue d'alimenter les peurs et les mystères. L'histoire remonte à la fin du XVIIe siècle. Une guérisseuse du nom d'Héloïse vivait en marge de la ville, dans une petite cabane au bord d'une forêt. Héloïse avait la réputation de concocter des remèdes puissants à base de plantes et de concoctions secrètes. Les habitants venaient la voir pour des maladies incurables ou des problèmes qu'ils n'osaient confier à personne d'autre. Elle guérissait les blessures, apaisait les fièvres, et même, disait-on, confectionnait des filtres d'amour. Mais ce qui faisait son succès devint aussi sa malédiction. La rumeur commença à enfler, Héloïse n'est pas une simple guérisseuse. Elle parle avec le diable. Tout partit de l'étrange décès d'un notable de Lisieux, un homme puissant qui l'avait consulté pour une douleur chronique. Quelques jours après avoir bu une de ses tisanes, il s'effondra, mort. Héloïse devint alors la cible des soupçons. On l'accusa d'avoir empoisonné l'homme, bien qu'aucune preuve ne fût apportée. La peur et la colère s'emparèrent de la ville. Plusieurs témoins affirmèrent avoir vu Héloïse danser nue dans les clairières la nuit, sous la lumière de la lune. D'autres rapportèrent avoir entendu des voix étranges sortir de sa maison, ou aperçu des ombres se mouvoir autour de sa cabane, comme si elle était entourée de démons. Les rumeurs suffirent pour qu'elle soit arrêtée et accusée de sorcellerie. Héloïse fut jugée dans l'enceinte même de la cathédrale de Lisieux. On raconte qu'elle resta silencieuse tout au long du procès,
même lorsque des témoins la calomniaient ou inventaient des histoires invraisemblables. Certains disaient qu'elle avait ensorcelé des enfants, d'autres qu'elle avait causé une mauvaise récolte par jalousie. Finalement, elle fut condamnée à être brûlée vive sur la place principale, en guise d'exemple pour quiconque tenterait d'exercer des pratiques occultes. Le jour de son exécution, une foule immense se rassembla. Alors que le feu prenait, Héloïse lança une malédiction sur Lisieux. Selon les témoins, ses derniers mots furent « Vous me tuez pour des crimes que je n'ai pas commis, mais c'est votre ville qui portera le poids de votre injustice. Je reviendrai. » Depuis, d'étranges phénomènes sont associés à son histoire. Chaque année, à la date de son exécution, des habitants affirment entendre des murmures dans les ruelles de la vieille ville ou apercevoir une silhouette féminine dans les brumes matinales. Une boutique située près de l'emplacement supposé de sa maison rapporte régulièrement des pannes inexpliquées d'électricité et des objets déplacés sans raison. Une autre histoire troublante est celle d'un prêtre de Lisieux, en 1912, qui fut retrouvé mort dans la cathédrale. On dit qu'il enquêtait sur la vérité derrière la légende d'Héloïse. La veille de sa mort, il aurait confié à un collègue avoir ressenti une présence dans son bureau et entendu un chuchotement « Tu ne trouveras rien ». Son décès fut officiellement attribué à une crise cardiaque, mais ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il était en parfaite santé. Aujourd'hui encore, Héloïse est un sujet tabou pour certains habitants de Lisieux. La rue qui porte son nom, située non loin de la forêt, est évitée par les superstitieux. On dit que si l'on s'y aventure de nuit, on peut entendre le craquement du feu ou sentir une odeur de fumée, comme si son bûcher continuait de brûler. Alors, Héloïse était-elle une véritable sorcière ou simplement une victime des croyances de son époque? Quoi qu'il en soit, son histoire hante encore Lisieux, rappelant que certaines injustices laissent des cicatrices qui ne disparaissent jamais. Si vous passez par là, écoutez bien le vent, peut-être portera-t-il encore l'écho de son dernier cri. Le château de Domfront, perché sur son éperon rocheux, surplombe fièrement les vallées de l'Orne. Si les visiteurs admirent aujourd'hui ces vestiges majestueux, peu connaissent les sombres secrets qui se cachent sous ces pierres, dans une crypte souterraine où, selon les récits, le temps semble s'être arrêté. Cette crypte, découverte par hasard au XIXe siècle lors de fouilles archéologiques, est un lieu que même les guides évitent de mentionner. Elle n'apparaît sur aucun plan officiel du château, comme si elle n'avait jamais existé. Les ouvriers qui y travaillèrent rapportèrent d'étranges sensations, un froid glacial, des murmures sourds, et une impression constante d'être observés. L'histoire la plus connue liée à cette crypte remonte au XIIe siècle, lorsque le château était une forteresse imprenable. On raconte qu'un seigneur cruel, Bertrand de Domfront, utilisait cet endroit pour interroger et punir ses ennemis. La crypte, sombre et humide, servait de salle de torture. Bertrand y aurait fait enfermer des dizaines de prisonniers, les condamnant à une lente agonie dans l'obscurité. Selon les légendes locales, leurs âmes, incapables de trouver le repos, hantaient encore les lieux. En 1898, un groupe d'historiens locaux décida de descendre dans la crypte pour en explorer les mystères. Ce qu'ils y trouvèrent surpassa leurs pires attentes. Les murs étaient gravés de symboles étranges, semblant mêler des runes anciennes et des dessins religieux. Au centre de la pièce, ils découvrirent un cercle de pierres noircies, comme si un feu avait brûlé là pendant des siècles. Mais le plus troublant était une inscription, gravée en latin sur une dalle, « Non sortirez vivants ceux qui perturbent les morts ». Un avertissement qui, pour certains, portait une véritable malédiction. Parmi les chercheurs présents ce jour-là, un homme, Jules Vernet, se risqua à ramasser un objet trouvé dans la crypte, une vieille amulette en argent, ornée d'une figure démoniaque. Peu après, sa vie bascula. Jules, pourtant rationnel, devint paranoïaque, affirmant entendre des voix dans sa maison. Il se plaignait de cauchemars terrifiants où il voyait des visages déformés lui demander de rendre ce qui leur appartenait. 6 mois après l'expédition, il fut retrouvé mort chez lui, l'amulette serrée dans sa main. Depuis, les légendes se multiplient. Certains visiteurs affirment avoir vu des ombres se déplacer dans les ruines du château, toujours près de l'accès à la crypte. D'autres parlent de bruits de chaînes ou de cris étouffés venant de sous leurs pieds, comme si les âmes des prisonniers cherchaient encore à s'échapper. Lorsqu'on s'approche trop près de l'entrée scellée, une odeur nauséabonde, comme celle de la chair brûlée, semble s'élever du sol.
Une histoire récente, datant des années 1980, raconte qu'un groupe d'adolescents, défiant les interdictions, pénétra de nuit dans le château pour tenter de retrouver l'accès à la crypte. Ils s'aventurèrent dans un tunnel qu'ils croyaient être l'entrée et disparurent pendant plusieurs heures. Lorsqu'ils furent retrouvés à l'aube, errant près des remparts, ils étaient en état de choc. Ils refusèrent de parler de ce qu'ils avaient vu, mais l'un d'eux laissa échapper une phrase étrange. « Ils sont encore là, sous la pierre. Ils nous regardent. » Les plus sceptiques attribuent ces phénomènes à l'imagination ou au courant d'air présent dans les tunnels. Les variations de température et les échos naturels pourraient expliquer certains ressentis. Mais comment expliquer les récits concordants de ceux qui n'ont jamais entendu parler de la crypte auparavant? Et que penser des marques trouvées sur certains murs, que personne n'a réussi à déchiffrer? Aujourd'hui, la crypte reste fermée au public, officiellement pour des raisons de sécurité. Les habitants de Domfront, eux, évitent d'en parler, comme si le simple fait d'évoquer son existence pouvait réveiller quelque chose de dangereux. Mais les bruits persistent, et les curieux continuent de rôder autour des ruines, espérant percer ce mystère. Si vous visitez un jour le château de Domfront, vous pourriez ressentir cette étrange atmosphère pesante, ce silence qui semble contenir des secrets oubliés. Et si, par hasard, vous trouvez une pierre gravée ou entendez un murmure dans les tunnels, prenez garde, il se pourrait bien que ce soit les âmes tourmentées de la crypte, vous suppliant de ne pas les déranger. Au cœur de Rouen, nichée sur une colline surplombant la Seine, se trouve une chapelle aujourd'hui presque oubliée, la chapelle Saint-Michel. Jadis un lieu de pèlerinage réputé, elle est aujourd'hui entourée de légendes sombres, tant et si bien que peu aussi aventurée après la tombée de la nuit. Selon les récits locaux, la chapelle serait le théâtre de phénomènes inexpliqués, alimentés par une malédiction vieille de plusieurs siècles. L'histoire débute au XIVe siècle, en pleine période de conflits religieux. La chapelle Saint-Michel, alors un lieu sacré et fréquenté par de nombreux pèlerins, fut profanée par un chevalier accusé d'hérésie, Guillaume de Fontenay. Guillaume, connu pour ses pratiques occultes, aurait utilisé l'autel de la chapelle pour y accomplir un rituel interdit. On raconte qu'il y invoqua des forces obscures, espérant obtenir richesse et pouvoir éternel. Mais son acte déclencha une terrible malédiction. Peu de temps après, Guillaume fut retrouvé mort dans la chapelle, son corps figé dans une posture grotesque, les yeux grands ouverts comme s'il avait vu l'indicible. La légende veut que l'esprit de Guillaume ait été condamné à errer dans la chapelle pour l'éternité. Depuis, des phénomènes étranges y sont rapportés. Des pèlerins affirment avoir entendu des bruits de pas résonner dans la nef vide, tandis que d'autres parlent de murmures incompréhensibles, comme une langue oubliée. Une vieille chronique raconte qu'un prêtre, venu bénir les lieux après la mort de Guillaume, fut pris de convulsions en approchant de l'autel. Il déclara ensuite avoir vu des yeux rouges brûler dans l'ombre, puis perdit l'usage de la parole jusqu'à sa mort. Au fil des siècles, la chapelle Saint-Michel devint un lieu redouté. En 1732, un incendie mystérieux détruisit une partie du bâtiment. Les flammes, selon les témoins, semblaient danser autour de l'autel sans jamais le toucher. Les villageois prirent cela pour un signe que les forces invoquées par Guillaume continuaient d'habiter les lieux. L'église fut restaurée, mais jamais totalement réhabilitée. La rumeur courut que ceux qui tentaient de s'en approcher étaient maudits. Un incident marquant eut lieu en 1921. Un groupe d'historiens locaux, fascinés par les récits entourant la chapelle, décida d'y passer une nuit pour en apprendre davantage. Ils emportèrent des lampes, des carnets, et même des appareils pour tenter d'enregistrer des sons. Ce qu'ils vécurent fut consigné dans des journaux qui, encore aujourd'hui, sèment le doute. Vers minuit, les lampes commencèrent à clignoter sans raison apparente, et une épaisse brume envahit la chapelle. Ils rapportèrent avoir entendu des coups sourds résonner sous le sol, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. Un des membres du groupe s'évanouit après avoir senti une main glaciale lui effleurer le bras. À leur retour, tous furent frappés de fièvre et de cauchemars persistants. Les habitants de Rouen racontent également que la chapelle attire les orages. Par temps de tempête, des éclairs semblent frapper son clocher de manière disproportionnée. Certains croient qu'elle agit comme un aimant pour les forces naturelles, capturant une énergie qui amplifie sa malédiction. Un promeneur, surpris par un orage dans les années 1970,
s'y réfugia et raconta plus tard qu'il avait vu des ombres danser sur les murs, bien qu'il fût seul dans l'édifice. Il jura qu'une voix lui avait murmuré « Pars avant qu'il ne soit trop tard ». La chapelle Saint-Michel reste fermée depuis les années 1980. Officiellement, les autorités évoquent des problèmes de structure, mais les locaux murmurent que des incidents récents ont scellé son destin. Une nuit, un gardien affecté à surveiller les environs aurait vu une lumière étrange émaner de l'intérieur, bien qu'aucune source d'électricité ne soit connectée. Lorsqu'il s'approcha, il fut pris d'un vertige si violent qu'il perdit connaissance. Aujourd'hui, les ruines de la chapelle attirent quelques curieux et chasseurs de fantômes, mais rares sont ceux qui osent y pénétrer. Les anciens du quartier conseillent toujours de s'éloigner des lieux, affirmant que la malédiction de Guillaume de Fontenay continue de hanter cet endroit. La chapelle Saint-Michel est vivante, disent-ils, et elle n'aime pas être dérangée. Alors, si un jour vous passez par Rouen et que vous entendez parler de cette chapelle oubliée, prenez garde. Si l'envie vous prend d'en explorer les vestiges, sachez que ceux qui s'en approchent en ressortent rarement indemnes ou du moins, jamais comme avant. Saint-Pierre-sur-Dive, petite commune paisible du Calvados, est connue pour son abbaye majestueuse et son marché traditionnel. Mais derrière son calme apparent, une maison abandonnée au cœur du village attire depuis des décennies l'attention des curieux et des amateurs de paranormal. Ce lieu, surnommé la maison au poltergeist, est au centre d'une des histoires les plus troublantes de la région. Tout commence en 1932, lorsqu'une famille modeste, les Dupuis, emménage dans cette maison en apparence ordinaire. Quelques semaines après leur installation, des phénomènes étranges commencent à se produire. Les meubles se déplacent sans explication, des objets tombent des étagères, et des coups sourds résonnent dans les murs, comme si quelqu'un frappait de l'intérieur. Au début, les Dupuis pensent à une plaisanterie de mauvais goût ou à un problème de structure de la maison. Mais rapidement, les événements prennent une tournure plus inquiétante. Un soir, alors que la mère de famille prépare le dîner, elle voit une assiette glisser lentement sur la table avant de tomber au sol. Les enfants affirment entendre des rires étouffés venant du grenier, bien qu'aucun signe de vie ne soit trouvé là-haut. Le père, sceptique, décide de passer une nuit dans le grenier pour prouver qu'il n'y a rien. Mais au petit matin, il redescend, pâle et tremblant. Tout ce qu'il dit à sa femme est « Nous devons partir ». Les Dupuis quittent finalement la maison en 1933, mais les phénomènes continuent, selon les témoignages des nouveaux propriétaires. Une famille de commerçants, les Lemoine, emménage à son tour et rapporte des expériences similaires. Les bruits de pas dans les escaliers deviennent une routine nocturne, et les miroirs se couvrent d'une fine brume sans raison. Un soir, alors que la mère des Lemoine surveille son bébé dans son berceau, elle affirme avoir vu une silhouette noire se tenir dans l'ombre du couloir. Quand elle s'approche, la silhouette disparaît, mais le froid qu'elle ressent est suffocant. Dans les années 1950, la maison est vendue à une veuve, Madame Verlaine, qui espère y vivre en paix. Mais elle aussi fuit après seulement quelques mois, laissant derrière elle des journaux intimes qui seront découverts des décennies plus tard. Dans l'un de ses écrits, elle décrit des nuits où elle entendait son nom murmuré, des portes qui claquaient sans courant d'air, et une sensation constante d'être observée. Elle note, ce n'est pas une maison, c'est un piège. Quelque chose de mauvais y réside. Des experts en paranormal se sont intéressés à la maison à plusieurs reprises. En 1978, une équipe de chercheurs passa 3 nuits à l'intérieur, équipés de capteurs et de caméras. Ils rapportèrent des variations de température soudaines, des anomalies dans les champs électromagnétiques, et capturèrent des enregistrements audio troublants, des coups réguliers, des murmures indistincts, et même ce qui ressemblait à un rire enfantin. L'un des membres de l'équipe quitta l'enquête précipitamment après avoir affirmé sentir une main invisible l'effleurer dans l'obscurité. L'origine de ces phénomènes reste floue. Une rumeur locale prétend que la maison aurait été construite sur le site d'un ancien cimetière médiéval. D'autres évoquent un meurtre non résolu qui aurait eu lieu dans les années 1800, impliquant un propriétaire violent et une servante disparue. Aucun document historique ne confirme ces récits, mais les légendes continuent de circuler. Aujourd'hui, la maison est à l'abandon. Les fenêtres sont barricadées, les murs couverts de graffitis, mais les phénomènes semblent persister. Des promeneurs rapportent entendre des bruits venant de l'intérieur, des pleurs, des pas, ou encore des chuchotements.
Certains disent avoir vu des ombres bouger derrière les fenêtres, bien que la maison soit supposée vide. Les habitants de Saint-Pierre-sur-Dive évitent de passer devant la maison après la tombée de la nuit. Les enfants racontent des histoires de défis où il faut frapper 3 fois à la porte pour réveiller les esprits. Ceux qui s'y risquent repartent souvent en courant, jurant avoir entendu une réponse. Alors, si un jour vous vous aventurez à Saint-Pierre-sur-Dive et que vous tombez sur cette maison, écoutez les récits des habitants. Peut-être aurez-vous le courage d'en approcher l'entrée, mais souvenez-vous, ceux qui l'ont fait n'en sont jamais repartis tout à fait les mêmes. Le nom d'Hastings évoque immédiatement la bataille célèbre de 1066, où Guillaume le Conquérant affronta Harold Godwinson pour s'emparer de la couronne d'Angleterre. Mais peu de gens savent que les terres normandes de Guillaume, d'où il partit pour son expédition, sont également liées à des récits troublants. Selon les habitants de certains villages proches de la côte normande, les fantômes des soldats tombés à Hastings ne sont jamais rentrés en paix et errent encore dans les champs et les forêts environnantes. La légende raconte que, avant de partir en Angleterre, Guillaume convoqua son armée près de Dives-sur-Mer, un village où la flotte normande fut rassemblée. Les soldats campèrent dans les environs pendant des semaines, impatients mais anxieux de la bataille à venir. Certains d'entre eux, raconte-t-on, auraient eu des rêves prémonitoires où ils voyaient leur propre mort sur le champ de bataille. Ces visions furent perçues comme de mauvais présages, mais personne n'osa défier la volonté du duc. Lorsque Guillaume remporta la bataille, l'histoire ne retint que son triomphe. Mais ce que l'on ne raconte pas, c'est que des récits d'apparitions commencèrent peu après son retour en Normandie. Les paysans des environs rapportèrent avoir vu des ombres silencieuses, portant des armures, traverser les champs la nuit. Parfois, ces silhouettes semblaient reconstituer une bataille, frappant l'air avec des épées invisibles avant de disparaître dans la brume. Le témoignage le plus ancien remonte au XIIe siècle, consigné par un moine de l'abbaye de Saint-Pierre-sur-Dive. Ce moine, connu pour son sérieux et sa dévotion, écrivit qu'une nuit, alors qu'il priait tard dans l'église, il entendit des cliquetis d'armure et des pas lourds à l'extérieur. En regardant par une fenêtre, il vit une procession de soldats spectrales, leurs visages pâles et leurs yeux vides. Ils avançaient lentement vers la forêt avant de disparaître dans l'obscurité. Au fil des siècles, ces récits se multiplièrent. En 1734, un fermier prétendit avoir vu une scène entière de bataille se dérouler dans son champ. Il décrivit des hommes criant, des chevaux galopant, mais aucun son n'était audible, comme si tout se passait dans une réalité parallèle. Lorsqu'il s'approcha pour mieux voir, la vision s'évanouit brusquement, le laissant terrifié. Plus récemment, au début du XXe siècle, un groupe de chasseurs rapporta avoir vécu une expérience similaire. Alors qu'ils traquaient du gibier près d'un bois non loin de Dives-sur-Mer, ils entendirent des bruits de sabots et des ordres criés en ancien français. Pensant à une reconstitution historique, ils s'approchèrent, mais ne trouvèrent rien d'autre qu'un silence pesant. Les chiens, d'ordinaire courageux, refusèrent de continuer, aboyant furieusement dans une direction invisible. En 1985, un chercheur en histoire locale décida de mener une enquête sur ces légendes. Il passa plusieurs nuits près des champs et des forêts supposément hantées, équipé d'une caméra et d'un enregistreur. Une nuit, il capta des bruits de métal s'entrechoquant, ainsi que des murmures indistincts. Les bandes audio, analysées par des experts, ne révélèrent aucune manipulation, mais les voix restaient incompréhensibles, comme si elles provenaient d'une époque lointaine. Certains scientifiques attribuent ces phénomènes à des illusions auditives ou visuelles dues aux conditions atmosphériques particulières, comme la brume et les échos dans les vallées. D'autres pensent qu'il s'agit de souvenirs traumatiques laissés sur les lieux par les soldats morts à Hastings, une sorte de mémoire énergétique persistante. Aujourd'hui, les champs autour de Dives-sur-Mer attirent les passionnés de paranormal. Des groupes s'y rassemblent à la nuit tombée, espérant apercevoir une armée spectrale ou entendre le cri des fantômes oubliés. Mais les anciens du village avertissent, il ne faut pas trop s'approcher de ces esprits. Ce sont des âmes perdues, errantes, disent-ils. Elles ne savent pas qu'elles sont mortes, et elles pourraient vous entraîner avec elles. Alors, si vous marchez un soir dans les prairies ou les bois proches de Dives-sur-Mer, soyez attentifs. Si vous entendez des bruits d'armure ou voyez des ombres passer, il est peut-être déjà trop tard pour vous échapper. Car les fantômes du champ de bataille d'Hastings ne connaissent ni repos, ni oubli.
Giverville, un paisible village normand niché au cœur de l'Eure, cache un lieu que les habitants évitent de mentionner à voix haute, son cimetière ancien, à l'écart des habitations, entouré d'une petite forêt. Ce lieu, à première vue ordinaire, est au centre de récits effrayants et de phénomènes inexpliqués qui troublent la tranquillité du village depuis des siècles. Tout commence au XVIIe siècle, lorsqu'une terrible épidémie frappa la région. Le cimetière, déjà ancien, devint le lieu de repos de centaines de victimes enterrées à la hâte dans des fosses communes. Parmi ces défunts, on raconte que certains auraient été inhumés vivants par erreur, faute de moyens pour vérifier leur décès. Cette tragédie, combinée à une superstition profondément ancrée, donna naissance à la réputation sinistre du cimetière. Les premiers récits de phénomènes paranormaux remontent à cette époque. Des paysans, rentrant tard des champs, affirmaient entendre des cris étouffés ou des gémissements venant des tombes. D'autres disaient apercevoir des lumières vacillantes, semblables à des lanternes, flottant entre les sépultures. Ces feux follets, selon les croyances, étaient des âmes tourmentées cherchant à communiquer avec les vivants. Un des récits les plus célèbres date de 1823. Une femme, Louise Dupont, perdit son mari dans des circonstances tragiques et passa plusieurs nuits à veiller sur sa tombe. Une nuit, elle rentra au village en hurlant, affirmant avoir vu son époux se lever de sa tombe et lui demander pourquoi elle l'avait laissé partir. Louise sombra dans une folie profonde et passa le reste de sa vie enfermée dans un asile. Les habitants, effrayés, commencèrent à éviter le cimetière après le coucher du soleil. Un autre incident marquant se produisit en 1901. Un fossoyeur, engagé pour entretenir le cimetière, raconta avoir entendu des voix chuchotantes autour de lui alors qu'il creusait une tombe. Ces voix semblaient répéter son nom, d'abord doucement, puis de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Lorsqu'il reprit conscience, il quitta son poste et jura de ne jamais y remettre les pieds. Plus récemment, dans les années 1980, un groupe de jeunes intrépides décida de tester les légendes. Armés de lampes de poche et de courage, ils entrèrent dans le cimetière en pleine nuit. Au début, tout semblait calme. Mais soudain, l'un d'eux affirma sentir une main glaciale saisir son poignet. Pris de panique, ils s'enfuirent, mais 2 d'entre eux revinrent au village avec des marques rouges sur les bras, comme des empreintes de doigts. Aucun d'eux ne parla plus jamais de cette nuit. Les habitants actuels rapportent encore des phénomènes inexpliqués. Certains disent que des ombres se déplacent entre les pierres tombales à la tombée de la nuit. D'autres racontent entendre des prières murmurées, bien que le cimetière soit vide. Une vieille femme, vivant à proximité, prétend que des silhouettes vêtues de noir se réunissent parfois autour de certaines tombes, mais elles disparaissent dès qu'on s'approche. Les scientifiques et les sceptiques tentent de donner des explications rationnelles. Les feux follets pourraient être causés par des gaz issus de la décomposition organique, et les murmures par le vent passant entre les arbres. Mais ces théories ne suffisent pas à apaiser les esprits des habitants, qui préfèrent éviter le cimetière, surtout après le coucher du soleil. Aujourd'hui, le cimetière de Giverville est à l'abandon. Les herbes folles ont envahi les tombes, et les murs du périmètre sont partiellement effondrés. Pourtant, il continue d'attirer les amateurs de paranormal, qui espèrent capturer des preuves de ce qui s'y cache. Certains reviennent bredouilles, mais d'autres rapportent des photos où des formes blanchâtres apparaissent, ou des enregistrements de voix incompréhensibles. Si vous passez par Giverville et que l'idée d'un cimetière hanté vous intrigue, vous pouvez tenter votre chance. Mais soyez prévenus, ceux qui s'y rendent la nuit parlent d'un froid qui semble venir du sol, d'un poids invisible sur leurs épaules, et d'un sentiment persistant qu'ils ne sont pas seuls. Alors, si vous osez pousser les grilles rouillées de ce lieu maudit, gardez l'esprit ouvert et peut-être, juste peut-être, verrez-vous les ombres qui y errent depuis des siècles. L'abbaye de Jumièges, majestueux vestige niché dans une boucle de la Seine, est l'un des lieux les plus emblématiques de Normandie. Si ces ruines attirent aujourd'hui les amateurs d'histoire et de paysages romantiques, elles cachent aussi un récit sombre, celui du moine maudit. Une légende qui continue de hanter les lieux et d'effrayer les visiteurs les plus audacieux. L'histoire remonte au XIVe siècle, à une époque où l'abbaye connaissait des troubles internes. Parmi les moines qui y résidaient, un certain frère Ambroise se distinguait par son érudition, mais aussi par son arrogance et son mépris des règles monastiques. On raconte qu'Ambroise,
avide de savoir interdit, s'intéressait de près à l'alchimie et aux arts occultes, des pratiques formellement interdites par l'Église. Un soir, alors que les autres moines étaient plongés dans leurs prières, Ambroise s'introduisit dans la crypte sous l'église abbatiale. Il aurait tenté d'y invoquer des forces obscures, espérant percer les mystères de la vie et de la mort. Mais son rituel tourna mal. Une explosion secoua l'abbaye, et lorsque les moines descendirent dans la crypte, ils trouvèrent Ambroise allongé sur le sol, le visage figé dans une expression de terreur. Une odeur de soufre imprégnait l'air, et autour de lui, des marques inexplicables étaient gravées dans la pierre. Ambroise fut condamné par l'abbé et excommunié à titre posthume, un acte rare et terrifiant pour l'époque. Il fut enterré à l'écart, dans un coin isolé du cimetière, et une lourde pierre fut placée sur sa tombe pour empêcher son âme impure de revenir. Mais cela ne suffit pas. Peu après, des moines commencèrent à rapporter des phénomènes étranges. Des ombres furtives semblaient les suivre dans les cloîtres, des prières s'élevaient dans des chapelles vides, et des bruits de pas résonnaient dans la crypte déserte. Une nuit, l'un des frères, de garde près du cimetière, affirma avoir vu une silhouette spectrale sortir de la tombe d'Ambroise et disparaître dans la brume. Au fil des siècles, les récits se multiplièrent. Pendant la Révolution française, lorsque l'abbaye fut saccagée, des témoins rapportèrent avoir vu un moine en robe noire, flottant parmi les ruines. Un soldat, ayant tenté de piller une pierre tombale, tomba raide mort sur place, son visage marqué d'une expression de peur comparable à celle décrite sur Ambroise. Plus récemment, dans les années 1970, un groupe d'étudiants en histoire décida d'explorer l'abbaye à la nuit tombée. Alors qu'ils déambulaient dans les ruines, ils entendirent des murmures s'élevant de la crypte. En s'approchant, ils sentirent un froid glacial les envahir, bien qu'il fît encore chaud en cette soirée d'été. L'un d'eux affirma avoir vu un visage se dessiner brièvement dans l'obscurité avant que les bruits cessent brusquement. Depuis, il refuse de parler de cette nuit. Les guides touristiques de l'abbaye rapportent également des incidents troublants. Certains disent que leurs lampes torchées s'éteignent sans raison lorsqu'ils descendent dans les vestiges de la crypte. D'autres affirment avoir vu des ombres bouger dans les galeries, bien qu'ils soient seuls. Des historiens et des chasseurs de fantômes ont tenté de percer le mystère du moine maudit. Certains pensent que la légende est née de l'imagination collective, amplifiée par la magnificence inquiétante des ruines. D'autres avancent l'hypothèse que des phénomènes naturels, comme les courants d'air et les échos, pourraient expliquer certains récits. Mais rien ne justifie pleinement les nombreuses similitudes entre les témoignages, à travers les siècles. Aujourd'hui, l'abbaye de Jumièges reste un lieu incontournable pour les visiteurs de Normandie, mais nombreux sont ceux qui ressentent un malaise en visitant ces recoins les plus sombres. Si vous vous aventurez près de la crypte ou du cimetière, écoutez bien. Peut-être entendrez-vous les murmures d'Ambroise, condamné à errer pour l'éternité, en quête d'un repos qu'il ne trouvera jamais. Mais si vous voyez une ombre vêtue d'une robe noire, gardez vos distances. On dit que ceux qui croisent son regard emportent une partie de sa malédiction avec eux. Barfleur, petit port pittoresque de la Manche, est réputé pour ses paysages marins enchanteurs et ses traditions maritimes. Mais derrière cette image paisible se cache une légende bien plus sombre, celle d'une malédiction qui aurait frappé ces pêcheurs il y a des siècles et dont les échos résonnent encore aujourd'hui. L'histoire commence au XIIe siècle, à l'époque où Barfleur était l'un des ports les plus importants de Normandie. La légende raconte qu'un vieux pêcheur nommé Yvon vivait en marge de la communauté. Solitaire et souvent moqué par les autres marins pour son âge avancé et sa lenteur, il n'en restait pas moins un homme profondément attaché à la mer. Un jour, alors qu'il sortait pêcher, une tempête soudaine éclata. Les autres pêcheurs, à l'abri dans le port, virent le bateau d'Yvon sombrer au loin. Quand la tempête se calma, personne ne s'attendait à revoir Yvon vivant. Pourtant, le lendemain, son bateau réapparut à l'horizon. Mais le pêcheur qui en descendit n'était plus le même. Son regard était vide, sa peau semblait plus pâle qu'un cadavre, et il ne prononçait aucun mot. Les villageois, terrifiés, chuchotaient qu'il avait passé un pacte avec les forces marines, sacrifiant son âme pour revenir. Dans les semaines qui suivirent, les pêcheurs de Barfleur connurent une série d'accidents inexplicables. Les filets revenaient vides, les bateaux chaviraient par mer calme, et plusieurs hommes disparurent en mer sans laisser de traces. Chaque fois, des témoins disaient avoir vu Yvon sur les quais,
observant les vagues avec un sourire sinistre. Un soir, un jeune marin, Renaud, confronta Yvon, exigeant de savoir ce qu'il avait fait pour attirer le malheur sur le village. Selon les récits, Yvon éclata de rire et prononça ces mots, « Vous m'avez rejeté, alors je vous rends l'appareil. La mer prendra ce que vous m'avez refusé. » Puis il disparut dans la brume, laissant derrière lui une odeur de sel et d'algues. On ne le revit jamais. Mais les malheurs ne cessèrent pas pour autant. Des tempêtes soudaines éclataient alors que le ciel était dégagé. Les pêcheurs rapportaient entendre des voix dans le vent, des chuchotements qui semblaient les inviter à s'aventurer plus loin en mer. Certains affirmaient avoir vu des silhouettes sur les vagues, comme des hommes marchant sur l'eau. D'autres parlaient de filets déchirés par des mains invisibles ou de lumières étranges sous la surface. Au fil des siècles, la malédiction d'Yvon devint une histoire que les anciens racontaient aux enfants pour les dissuader d'aller jouer près des quais. Mais des incidents inexplicables continuèrent de se produire. En 1892, un équipage entier disparut alors qu'il naviguait par une mer calme. Seul un bateau vide revint, ses voiles déchirées comme par des griffes. En 1973, un plongeur explorant une épave au large de Barfleur jura avoir vu un visage fantomatique se refléter dans son masque, accompagné d'un rire guttural qui résonnait dans l'eau. Aujourd'hui, les pêcheurs de Barfleur perpétuent une tradition qui trouve ses origines dans cette légende. Avant chaque sortie en mer, ils jettent une offrande dans l'eau, souvent une poignée de sel ou une pièce de monnaie pour apaiser la mer et ses esprits. Certains disent que cela n'est qu'une superstition, mais d'autres affirment que la malédiction d'Yvon est toujours à l'œuvre. Les touristes, attirés par les récits, visitent souvent le port pour écouter les histoires racontées par les habitants. Certains prétendent encore entendre des murmures portés par le vent ou apercevoir des ombres glisser sur les vagues. Mais les anciens avertissent, si vous entendez un rire étrange ou voyez une silhouette solitaire sur les quais, ne vous approchez pas. Ce pourrait être Yvon, revenant pour réclamer ce que la mer lui doit. Alors, si vous visitez Barfleur et que vous sentez un frisson parcourir votre échine en observant les eaux grises, rappelez-vous cette légende. La mer, dit-on, a une mémoire plus longue que les hommes, et ceux qui la défient en paient le prix. Le château de Saint-Germain-de-Livet, souvent appelé le bijou de la Normandie, attire par sa beauté pittoresque et ses façades en damier coloré. Mais derrière son apparence paisible se cache une série d'histoires troublantes. Ce château, niché dans la vallée de la Touques, est le théâtre de phénomènes inexpliqués qui ont nourri les légendes locales pendant des siècles. L'une des histoires les plus célèbres remonte au XVIIe siècle, lorsque le château était habité par une jeune femme nommée Éléonore de Livet. Éléonore, issue d'une famille noble, était connue pour sa beauté et son esprit vif, mais aussi pour sa vie tragique. Fiancée à un chevalier nommé Gaspard, elle apprit la veille de leur mariage qu'il avait été tué au combat. Dévastée, Éléonore s'enferma dans sa chambre pendant des semaines, refusant de voir quiconque. On dit qu'elle finit par se jeter dans l'étang du château par une nuit de pleine lune. Depuis sa mort, de nombreux témoins rapportent avoir vu une silhouette féminine se promener autour de l'étang ou à l'intérieur du château. Les guides du site parlent de portes qui s'ouvrent et se ferment sans explication, de chandeliers qui vacillent alors qu'il n'y a aucun courant d'air, et d'un parfum de rose, la fleur préférée d'Éléonore, flottant parfois dans l'air. Un des récits les plus troublants date du XIXe siècle. Un domestique nouvellement embauché, chargé de nettoyer les chambres du château, rapporta avoir vu une femme en robe blanche assise près de la fenêtre de la chambre d'Éléonore. Pensant à une invitée, il s'approcha pour lui demander si elle avait besoin d'aide, mais la silhouette disparut sous ses yeux. Tremblant, il quitta son poste dès le lendemain. Dans les années 1920, un groupe d'archéologues s'intéressant à l'histoire du château passa plusieurs nuits dans l'une des ailes abandonnées. L'un d'eux rapporta avoir entendu des pas légers résonner dans le couloir à 2 reprises, mais il ne trouva personne en sortant de sa chambre. Une autre nuit, ils captèrent sur une photographie une tache blanchâtre ressemblant à une silhouette humaine près de l'étang, bien qu'aucune personne ne se trouvât à proximité. Plus récemment, en 1986, un couple visitant le château affirma avoir vu une jeune femme vêtue d'une robe ancienne dans le jardin. Ils la suivirent, intrigués, mais elle tourna au coin d'un mur et disparut. Ils racontèrent leur expérience à un guide, qui leur montra un portrait d'Éléonore. Le couple confirma que c'était bien elle qu'ils avaient vue.
les manifestations ne se limitent pas à la silhouette d'Éléonore. Certains visiteurs disent avoir entendu des bruits de chaînes provenant des caves du château. Une légende raconte qu'un prisonnier y aurait été enfermé pendant la Révolution française et y serait mort de faim. Son esprit, disent les habitants, chercherait encore à s'échapper. Des chercheurs en paranormal se sont rendus sur place pour tenter de capturer des preuves. Lors d'une enquête en 2002, une équipe rapporta une chute brutale de température dans une salle alors qu'aucune explication technique ne pouvait être donnée. Des enregistrements audio captèrent également des murmures, bien que personne ne parlât à ce moment-là. Les sceptiques suggèrent que les courants d'air, les effets de lumière et les bruits dus à la structure ancienne du bâtiment pourraient expliquer ces phénomènes. Mais les habitants du village, eux, restent convaincus que le château est hanté par Éléonore et d'autres âmes tourmentées liées à son histoire tumultueuse. Aujourd'hui, le château de Saint-Germain-de-Livet est ouvert aux visiteurs. Si vous vous y rendez, vous serez captivé par sa beauté et son atmosphère unique. Mais prenez garde en visitant l'étang ou la chambre d'Éléonore. Certains disent que si vous l'appelez doucement par son prénom et qu'elle vous entend, vous pourriez apercevoir son reflet dans l'eau ou la voir passer furtivement derrière une fenêtre. Mais souvenez-vous, ceux qui croisent son regard ressentent souvent un poids inexplicable dans leur cœur, comme si Éléonore leur confiait un fragment de sa douleur éternelle. Au cœur du parc naturel des Boucles de la Seine, le Marais Vernier s'étend sur des hectares de terre humide et brumeuse. Cet endroit, d'une beauté sauvage et presque irréelle, est pourtant empreint d'une réputation sombre. Depuis des siècles, on raconte que le Marais est maudit, un lieu où des personnes disparaissent sans laisser de traces. Les récits remontent au Moyen Âge. À cette époque, les habitants des villages voisins évitaient le Marais autant que possible. Ils disaient que l'endroit était le domaine des ombres, peuplé par des esprits errants et des créatures surnaturelles. Un vieux document datant de 1453 mentionne la disparition de 3 chasseurs qui s'y étaient aventurés. Leur seul signe fut une série de flèches retrouvées plantées dans le sol, formant un étrange cercle. Une des histoires les plus troublantes du Marais est celle de la famille Baudouin. En 1872, cette famille de fermiers vivait à la lisière du Marais. Une nuit, des voisins, alertés par le silence inhabituel de la maison, vinrent frapper à leur porte. Personne ne répondit. Intrigués, ils entrèrent et découvrirent une table dressée pour le dîner, des bougies à moitié consumées, mais aucun signe des Baudouin. Les recherches entreprises dans les jours suivants ne donnèrent rien. C'était comme si la famille s'était volatilisée. Plus récemment, dans les années 1960, un groupe de 4 étudiants en biologie décida d'explorer le Marais pour y étudier sa faune et sa flore. Ils installèrent leur campement à proximité et commencèrent leur relevée. Mais au bout de 3 jours, ils cessèrent de donner des nouvelles. Une équipe de secours fut dépêchée sur place et trouva leur campement intact, leurs équipements soigneusement rangés. Cependant, aucun des 4 jeunes n'a jamais été retrouvé. Un journal laissé sur place par l'un d'eux mentionnait des bruits étranges la nuit et une brume qui semble nous suivre. Le Marais Vernier est également connu pour ses phénomènes visuels inexpliqués. Les promeneurs rapportent souvent voir des lumières dans la brume, semblables à des lanternes flottantes, qui disparaissent dès qu'on essaie de s'en approcher. Ces lumières sont parfois accompagnées de sons mystérieux, des rires étouffés, des chuchotements, ou encore le bruit de pas dans l'eau. Certains disent que ces lumières ne sont autres que des feux follets, des âmes errantes essayant d'attirer les vivants dans les profondeurs du Marais. Une expédition menée dans les années 1980 par un groupe de chercheurs en paranormal permit de recueillir des témoignages encore plus troublants. Ils rapportèrent avoir entendu des voix appelant à l'aide, des cris d'enfants, et même des chants anciens, comme des incantations. Un des membres de l'équipe affirma avoir vu une silhouette féminine vêtue d'une robe blanche, flottant au-dessus des eaux avant de s'évanouir dans la brume. Les appareils qu'il utilisait pour mesurer les champs électromagnétiques auraient enregistré des anomalies inexplicables. Les habitants des villages voisins évitent encore aujourd'hui de s'aventurer dans le Marais après la tombée de la nuit. Certains croient que le lieu est un portail vers un autre monde, où les vivants peuvent être piégés s'ils s'éloignent trop des sentiers. Une vieille légende parle d'un homme, un sorcier du XVIe siècle, qui aurait été exécuté pour ses crimes et dont le corps aurait été jeté dans le Marais. Sa malédiction, selon les anciens, serait à l'origine des disparitions.
Il existe cependant des explications plus rationnelles. Les scientifiques pointent du doigt les dangers bien réels du marais, des sables mouvants, des terrains instables et des brouillards denses qui peuvent désorienter les promeneurs. Mais cela n'explique pas tout, notamment les récits des témoins qui parlent de phénomènes qu'aucune science ne peut justifier. Si vous visitez le marais Vernier, vous serez sans doute séduit par sa beauté mystérieuse. Mais prenez garde, les anciens disent qu'il ne faut jamais suivre une lumière qui danse dans la brume, ni répondre à une voix qui semble venir de l'eau. Car si vous le faites, vous pourriez bien rejoindre les nombreux disparus du marais et devenir, à votre tour, un murmure dans la brume. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.